les tueurs en série pendant la guerre. Es-tu l'une de ces personnes bizarres qui trouvent les tueurs en série simplement fascinants? Nous aussi. Il s'avère que pas mal d'entre eux ont profité du chaos de la guerre et des pannes d'électricité pour commettre leurs crimes. Mais ces tueurs sont passés sous le radar de l'histoire à cause de tout ce qui se passait à l'époque. Nous avons donc décidé qu'ils méritèrent d'être mis en avant. Examinons ces deux hommes et cette femme qui ont utilisé le contexte de la guerre pour commettre des atrocités horrifiantes. Gordon Frederick Cummins, le Blackout Reaper. Gordon Cummins était un jeune et séduisant aviateur de la Royal Air Force avec un complexe de supériorité et une prédilection pour les filles de joie. Malgré ses origines ouvrières, Cummins a adopté un accent affecté, après être entré dans la Royal Air Force, au milieu des années 30, ce qui lui a valu le surnom de Le Duc. Mais derrière son apparence charismatique se cachait une pulsion sexuelle sombre et meurtrière qui lui a valu bien plus tard le titre de Blackout Reaper. C'était en février 1942 et Londres était en plein blitz. Des abris anti-aériens jonchèrent le pays et les lumières vives du West End étaient éteintes, offrant de nombreux coins sombres pour cacher des crimes violents. C'est pourquoi le 9 février, l'électricien Harold Batchelor a trouvé le corps d'Evelyn Hamilton, âgée de 41 ans, à l'extérieur de l'entrée d'un abri anti-aérien. Étrangère à la ville, le meurtre de Hamilton n'a laissé aucune piste à la police, ignorant que le tueur ne faisait que commencer. 6 jours plus tard, 3 autres femmes étaient mortes, et Londres, qui au monde avait un nouveau tueur en série pour ses livres d'histoire. Hamilton n'était que l'échauffement. Evelyn Oatley, une hôtesse de nightclub, a été retrouvée dans son appartement de Wardour Street, la gorge tranchée et le corps mutilé. Margaret Lowe, surnommée la Dame pour son comportement distingué, a été éventrée chez elle. Enfin, Doris Joannette a été étranglée avec un bas, son corps a été découvert par son mari. C'est alors que la police a réalisé qu'elle avait affaire à un tueur en série, mais Cummins était déjà à l'affût de sa prochaine opportunité. Séduisant Margaret Heywood dans un bar, il l'a rapidement guidée dans des rues sombres avant de l'attaquer devant une porte alors qu'elle essayait désespérément de le repousser. Heureusement, John Shine, âgé de 18 ans, est venu enquêter sur le trouble, et Cummins a pris la fuite, laissant derrière lui un indice incriminant, son masque à gaz de la Royal Air Force. Non découragé et toujours désireux de tuer, Cummins a tenté une autre attaque plus tard dans la nuit chez Catherine Mulcahy, mais elle l'a repoussé et a couru chez ses voisins, criant à l'aide. Tous deux regardèrent avec confusion et horreur alors que Cummins titubait dans son appartement en marmonnant qu'il avait trop bu, et finalement lui donnait 8 billets d'1 livre dans une tentative apparente d'acheter son silence. Puis il a visité un autre bar, où il a secrètement mis dans sa poche le masque de la Royal Air Force d'un autre homme, avec l'intention de dire à la police qu'ils avaient été échangés par accident. Mais le déchaînement de Cummins avait laissé une traînée de preuves que la police était en train de rassembler. En laissant son masque à gaz, Cummins leur avait donné leur principal suspect. Une enquête a révélé des objets des victimes chez le suspect, et les numéros de série de son salaire correspondaient à l'argent donné à Mulcahy. Finalement, après une semaine de terreur, Cummins a été arrêté le jour de la Saint-Valentin, 1942. Il a ensuite été reconnu coupable des 4 meurtres, et a par la suite été accusé de 2 autres. Mais il n'en saurait jamais rien, car le 25 juin 1942, Gordon Frederick Cummins, le Blackout Reaper, a été exécuté par pendaison. La savonnière de Correggio, Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli était apparemment perturbée depuis son enfance, montrant des signes de maladie mentale extrême dès son jeune âge. Mariée à un fonctionnaire pendant la Première Guerre mondiale, le couple a ensuite déménagé à Correggio, où l'esprit déjà en spirale de Cianciulli aurait des conséquences mortelles. Des années auparavant, une voyante lui avait fait une sombre prédiction. Vous aurez beaucoup d'enfants, mais ils mourront tout jeunes. Cette prédiction semblait malheureusement juste. Sur 17 grossesses, seuls 4 enfants ont survécu, alimentant une obsession et une peur de les perdre qui ont consumé Cianciulli. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939 et que son fils Giuseppe a été conscrit, Cianciulli était déterminée à ce qu'il revienne vivant. Travaillant comme diseuse de bonne aventure et entremetteuse, elle a conçu un plan mortel, croyant qu'il n'y avait qu'un seul moyen de garder son fils en sécurité. Le sacrifice humain.
Sa première victime était une femme pour laquelle elle avait trouvé un partenaire dans la lointaine province de Pola. Faustina Setti, âgée de 50 ans, était pleine d'espoir lorsqu'elle a frappé à la porte de Cianciulli ce jour-là, prête à donner toutes ses économies à l'entremetteuse pour trouver un compagnon. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était le bout de la hache de Cianciulli. Offrant à Setti un verre de vin drogué, Cianciulli a attendu, avant de prendre son arme, découpant la pauvre femme en 9 morceaux et vidant son sang. Mais maintenant, Cianciulli avait un corps à gérer. Forçant les membres dans des poses aux côtés de sa recette spéciale d'Alain, de colophane et de 10 livres de soude caustique, elle a commencé à tout faire bouillir, jusqu'à ce que, selon son propre témoignage, les morceaux se dissolvent dans une bouillie épaisse et sombre que j'ai versée dans plusieurs seaux et vidée dans une fosse septique à proximité. Puis, à la manière de Sweeney Todd, Cianciulli a pris le sang coagulé et l'a mélangé à ses gâteaux croustillants pour le thé, pour nourrir ses amis et Giuseppe. Cependant, Cianciulli n'avait pas fini. Sa prochaine victime, Francesca Soavi, est venue voir Cianciulli en croyant qu'elle avait une offre d'emploi pour elle. Puis, Virginia Cacioppo, une soprano à la retraite, a été attirée par la promesse d'un emploi. Toutes deux ont fini découpées et transformées en savon. Cianciulli n'a pas eu une autre occasion d'assurer la sécurité de son fils pendant la guerre. La belle-sœur de Cacioppo a rapidement signalé son absence et son dernier lieu connu, chez Cianciulli. La police a perquisitionné sa maison remplie de savon et Cianciulli a immédiatement avoué. Elle a affirmé qu'elle le referait pour protéger son fils. Elle a ensuite été condamnée à 3 ans dans un hôpital criminel et à 30 ans de prison, où elle était morte d'apoplexie cérébrale et a été transformée en savon. Je plaisante à propos de cette dernière partie. Docteur Satan, Marcel Petiot, en France occupée par les nazis 1944. Les activités d'un autre meurtrier étaient mises sur le point d'être révélées. Voici le docteur Marcel Petiot. Considéré comme mentalement malade dès son jeune âge, il a été expulsé à plusieurs reprises, et plus tard accusé de dégradation de biens publics et de vol de courrier, mais jugé mentalement inapte à comparaître en justice. Pourtant, malgré ces problèmes évidents, Petiot a été appelé à se battre pour son pays lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. En 1916, il combattait au front. Au cours des 2 années suivantes, Petiot a subi plusieurs crises de nerfs et des séjours en unité psychiatrique, culminant par un tir dans le pied. Il quitte l'armée, obtient son diplôme de médecine en 1921. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Petiot rejoint la résistance française, le couvert parfait pour ses crimes. Tout a débuté avec des drogués, des prostituées et des personnes désespérées. Il rendait visite à Petiot et disparaissait. Mais sous le prétexte d'aider ceux qui fuyaient la persécution nazie, Petiot avait de nouvelles cibles. Offrant un passage sûr vers l'Argentine, il est devenu un port dans la tempête, mais qui a entraîné ceux qui s'y reposaient. Petiot a opéré sans contrôle jusqu'en 1944, lorsque le 11 mars, une puanteur répugnante et de la fumée ont commencé à sortir des fenêtres de sa maison, près du quartier étoilé de Paris. La police française, en entrant dans la propriété, s'est retrouvée plongée dans une scène digne d'un film d'horreur. La résidence de Petiot était un véritable abattoir, pas une simple maison. Des affaires abandonnées, des outils tachés de sang, des dispositifs perturbants, et des parties de corps marquaient chaque pièce comme une chambre de torture. Dans le sous-sol se trouvaient 2 poêles à charbon, l'un avec des restes humains encore à l'intérieur. Dans les écuries, une fosse était remplie d'innombrables parties de corps non assortis, rapidement noyés dans de la chaux vive. Il était impossible d'évaluer le nombre, mais curieusement, leur démembrage ressemblait étrangement à une série de corps qui avaient été jetés dans la Seine 2 ans plus tôt. La police était à l'extérieur, encore sous le choc, lorsque Petiot est apparu. S'identifiant comme son frère, il leur a dit « Les corps que vous avez vus sont ceux des Allemands et des traîtres à notre pays. Je suis le chef d'un groupe de résistance et j'ai 300 dossiers chez moi qui doivent être détruits avant que l'ennemi ne les trouve. » C'était cela, et la méfiance générale envers les occupants nazis qui rendaient la police française peu encline à traquer Petiot, croyant que ces actes étaient liés à une véritable activité de résistance. Ils ont tout fait pour retarder. Ils ont tergiversé
et hésité, suivant des pistes sans importance et traquant d'anciens propriétaires de biens, donnant à Petiot tout le temps de fuir avant de suivre sa piste. Petiot a donc échappé à la capture, entraînant les forces dans une course-poursuite à travers la France. Mais en avril 1944, les collaborateurs de Petiot, y compris sa femme et son frère, avaient été arrêtés. Finalement, Petiot a été retracé et arrêté à Paris. Tout au long du procès, le docteur meurtrier a maintenu son innocence et a attribué ses actes à l'activité de résistance, affirmant qu'il n'était responsable que de la mort de 19 Allemands et collaborateurs. Mais il y avait au moins 27 corps qui, selon Petiot, étaient à l'œuvre d'autres résistants. Le jury n'a pas été convaincu, condamnant Marcel Petiot à mort pour le meurtre de 26 personnes, bien que le nombre réel soit sans doute plus élevé. En mai 1946, le médecin de la résistance a été exécuté par guillotine, souriant tout le temps.